Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Panturo, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro un peu hors série, voilà, ambiance positive, ambiance joviale, puisque eh bien, nous allons faire le bilan des conclusions hâtives de la saison 2024-2025. Vous avez suivi attentivement chaque numéro du Club Panturo depuis le début de saison, et donc vous vous rappelez que début septembre, on s'était frotté à une série de prédictions, une petite dizaine, sur eh bien, ce qui allait se passer au cours de cette saison. Spoiler, eh bien, franchement, on a dit quand même pas mal de saucisses. On va pas se le cacher. C'est Mes invités déjà perdent leur sang-froid, perdent leur calme. J'ai le Heu, plaisir bien d'accueillir Matt. Salut Matt. Bonjour, bonjour. C'est un énorme plaisir d'être là pour débriefer nos saucisses du mois de septembre. Heu, Petit contexte, on venait de sortir d'une victoire contre Angers et ben, on était fous, on a pété les plombs. J'ai pas mieux à dire, vous allez voir ça, certains s'en souviennent, il y en a qui ont attrapé nos vestes, enfin, pas la mienne, mais certaines vestes sur les réseaux cette année. Vous avez eu raison, vous avez complètement eu raison. Il est là aussi pour assumer. Voilà, je pense que là, il va falloir assumer. C'est Anto. Salut Anto, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Moi, j'assume tout, bien sûr. Surtout le fait que c'est pas moi qui me suis trompé dans les conclusions natives, c'est l'OGC Nice et Mohamed Ali Chaud qui m'ont planté. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, mais j'assume totalement quand même, hein. Messieurs, bon, on va y aller. Vous rappeler sans doute du contexte. C'est important de le poser. On vous sortait d'un match contre Angers et on s'était frotté à différentes prédictions. Voilà, c'était fun, c'était pour rigoler, pour s'enflammer et puis pour prendre aussi un concept bien connu de chez Trash Talk hein, pour les personnes fans de la balle orange en plein playoff NBA pour certains. Euh, Salut Lenix. Euh, Messieurs, on commence tout de suite par la take de notre ami Anto qui nous avait dit que nous allons assister et nous avons assisté, puisqu'on va prendre la saison dans la globalité, au meilleur mercato sous Ineos. Voilà, donc Moïse Bombito, Mohamed Abdelmonem, Jonathan Kloss, Ali Ali Abdi, Abdi. Euh, Ndombele. j'en oublie sans doute. J'ai sorti le lien. Je vais vous dire, on va dire tous les Et bah, joueurs comme ça. Au moins, vous les avez Youssoufa tous. Moukoko, hein, puisqu'on enchaîne dans les Youssoufa réussites, hein. Moukoko, bien sûr. Morgan Sanson acheté. Et puis en départ, parce qu'un mercato c'est également des départs. Jordan Lotomba, Robson Bambou, Kefren Turam, Alexis Claude Maurice laissé libre. Et puis des prêts. Ilie, Isiaga Kamara, Aliou Baldé. Et le départ en prêt avec option d'achat de JC Todibo, Ayoub Amraoui, bref. Anto, c'est toi qui avais annoncé cette prédiction. Est-ce que finalement, tu avais vu juste? Est-ce que tu la maintiens ou est-ce que tu fais un rétro-pédalage légendaire? Bah écoute, je me dis qu'on était en début d'émission, j'avais pas encore perdu les pédales, donc finalement, je me suis pas trop trompé. Je pense que le bilan est très très bon, à part, c'est vrai, Matt qui parlait de saucisses en début d'émission, en présentation, bah c'est vrai que Youssoupha Moukoko, sacré saucisse pour cette période de barbecue qui commence. Mais sinon, à part ça, bon, en réalité, en plus, c'est pas très grave parce qu'il était en prêt. Il va repartir. Enfin, c'est pas une grosse coquille. Mais sur le reste des joueurs, ils nous ont tous apporté satisfaction. Ils ont tous joué. Globalement, c'est vrai que le seul qui s'est beaucoup blessé, c'est Ndombele qui a pas été là de la seconde partie de saison, mais sur la première, il a été quand même très important. Donc, dans l'ensemble, je trouve qu'avec les moyens qu'on avait, c'était pas si mal que ça. Matt? Bah, je vais retourner ma veste. Quand j'ai relu les conclusions hâtives, je la trouvais solide celle-ci et donc la take de le meilleur mercato sous Ineos, je ne suis pas si sûr. J'aimerais le remettre en relief avec, le mercato, 21-22 qui a vu l'arrivée au club de Marcin Bulka, Justin Kluivert en prêt, Melvin Barr, Mario Lemina, le soldat Pablo Rosario, Jean-Claire Todibo dont on a levé l'option d'achat, Andy Delors et vu qu'on était dans la thématique des saucisses, une belle chipolata en la personne de Calvin Stengs. Hem Et un sens des départs aussi satisfaisant à l'époque, puisqu'on on se débarrasse de quelques boulets comme Miziane Maolida, on fait quelques heures de casting en laissant partir Dan Ndoye, mais globalement on avait fait plutôt un bon mercato. Donc je ne sais pas si on a déjà fait le meilleur mercato, après une saison, sous les Ineos. En tout cas, on a une chose est sûre, c'est qu'on a fait notre meilleur mercato hivernal. Parce que vu les moyens qu'on avait, faire venir, Baptiste Santamaria, c'était pas si mal par rapport à certains, Bilal Brahimi, Bassem Srarfi,
et autres génies du ballon rond. Mais, mais ouais, pas une grosse saucisse de la part d'Anto, pas une trop grosse connerie pour le coup, l'avenir nous montrera si Abdelmonem et Bombito, confirment toutes les promesses qu'on a pu entrevoir cette saison. Malheureusement, aujourd'hui, on en a un qui est en rééducation et l'autre qui a quand même plutôt mal fini la saison, donc on verra. Mais bon, Anto, pas trop mal. Alors c'est difficile parce que si on parle de la saison, je trouve que le mercato il est plutôt bon. Lorsqu'on regarde la balance, elle est quand même intéressante puisqu'on a plus vendu que on a acheté, hein. Force est de constater que la dynamique n'est plus la même qu'il y a quelques années. Lorsque je regarde les joueurs qui ont signé, finalement, la seule chose qu'on peut reprocher finalement, c'est que autant Abdelbonem que Bombito sont des joueurs, on va dire, à développer, qui ont beaucoup joué aussi sur les derniers mois. Donc finalement, il aura fallu des semaines, voire des mois de découverte, d'apprentissage. Bombito a été de suite mis dans le bain et a eu une période de creux un peu plus tardivement. Abdelmonem, ça a été compliqué. Il y a eu une blessure aussi. Je dirais qu'il est cohérent. Il est plus, on va dire OGC Nice. Et puis surtout, il correspond à on va dire qu'il est compatible avec le coach. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on avait manqué, on va dire, sur les dernières années. C'est qu'il y a un lien vraiment entre les joueurs qui ont signé et la compatibilité tactique. Et Matt, tu parlais du mercato 21-22, eh ben, je vais prendre le même élément, c'est qu'on a énormément dépensé. On a quasiment dépensé le double de ce qu'on a vendu. Et que quelque part, même si sur le papier, tu fais des joueurs intéressants, finalement, quels sont les joueurs que tu vas pouvoir ou que tu as pu valoriser? Alors, Todibo, d'accord, on a pu le valoriser. Barre, sans doute. Lemina, pas tant, même si tu le vends Ouais, 10 ou 11, mais dans quel contexte tu te sépares de Limina pour prendre Youssouf? Brahimi, saucisse. Delors, on connaît, comment ça, on connaît le final. Stengs, ça a été compliqué aussi. Amavi en pré-hivernal. Moi, je mets le mercato de cette année au-dessus. Mais voilà, toujours important de remettre en place le contexte 21-22 qui n'est pas le même de cette année. Bien sûr, en plus, il y a des choses pour aujourd'hui, Melvin Barr, on en est très satisfait. Mais il faut se rappeler aussi que les 2 premières saisons de Melvin Barr, elles sont très compliquées, hein. Moi, j'étais le premier à être très sceptique sur lui et bon, depuis, c'est une montée en flèche. Donc c'est pour ça qu'un profil comme Delmoned ou Bombito, bah, peut-être les saisons alors, bah, Delmoned, c'est un peu particulier, mais Bombito, sa saison, elle est meilleure que la première saison de Bard, par exemple, et il va encore progresser, il va encore plus s'adapter et cetera. Il va prendre du galon. Donc c'est très important ça. Et puis aussi, je pense que quand tu juges un mercato, à la fin de la saison, tu juges aussi sur le résultat final de ta saison. Bon, hormis la Coupe d'Europe, peut-être qu'on y reviendra un moment dans l'émission. Si, je sais pas plus s'il y avait une petite conclusion hâtive là-dessus. Mais en tout cas, au niveau du championnat, on finit quatrième cette saison en ayant une balance positive, alors que cette saison-là, on finit cinquième parce que Andy Delors met un doublé ou je sais plus combien Triplé. à Angers, triplé à Angers ou je sais plus où c'était, sorti de nulle part pour nous qualifier en Coupe d'Europe. Sinon, on passe à la trappe. Donc, moi, je pense que ma take était vraiment exceptionnelle. Bah, Mm. je vais te dire, Anto, pour moi ta take est pas aussi vraie que celle qui vient après et je le sais bien parce que c'était la mienne et en fait, bah, comment se tromper avec celle-là? Je pense que tout le monde était au courant mais le 7 septembre, je ne sais pas si on était si nombreux à le dire, Francaise est le meilleur coach de l'ère Ineos et ça ne souffre plus aucun débat aujourd'hui. Oui, 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 en effet, oui, tu as totalement raison. Mais je crois qu'on était assez d'accord là-dessus. Et puis Ouais. finalement, la finalité de la saison, bah oui, bravo, bravo, monsieur Matt, bravo. En Bah, elle même était pas temps, j'ai com envie de te dire que c'est le deuxième coach depuis Patrick Vieira à faire 2 saisons consécutives. Donc quelque part, il a aussi la joie de pouvoir avoir une certaine continuité dans son travail, chose qui n'était pas quand même évident autant pour Favre lorsqu'il revient, Galtier qui fait une saison. Je veux dire, là aussi, là où on s'est planté, c'est qu'on n'a pas donné une continuité à un coach. Maintenant, effectivement, sur un premier acte, sans parler du fait qu'il va rester l'année prochaine, dans le jeu, effectivement, les stats le disent, c'est combien? 66 buts marqués. C'est quand même assez dingue. Tu marques, je crois, 26 buts de plus que l'année dernière. Tu avais marqué, je crois, 40 de mémoire. Et puis
Au-delà de ça, au-delà du terrain, c'est vrai qu'il y a il y a des matchs qu'on a plus ou moins réussi. C'est vrai qu'en Coupe de France, c'était pas top. C'est vrai qu'en Coupe d'Europe, on a été un peu la risée. Mais dans le discours et dans surtout le confort qui s'est installé dans ce club, j'ai l'impression, de notre point de vue de supporter extérieur, que le côté méritocratie qu'il a instauré cette saison au regard par exemple d'un Buonanni, franchement je pense que c'est le meilleur exemple comment il termine la saison, par quelle étape il est passé aussi en faisant des matchs même, où il n'est même pas convoqué, et bien finalement ça va dans l'intérêt du club, dans l'intérêt de la performance, et peut-être que cet été on va avoir des choix forts entre guillemets avec des départs, parce que il y a un discours, il y a une approche, et puis il y a une exigence, je pense, quotidienne qui fait que effectivement, je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir un coach comme ça. Ouais, carrément. Puis bon, après, c'est vrai que la seule petite coquille, c'est que Francisco Farioli a été longtemps second du championnat. Alors, c'est vrai qu'à la fin de la championnat, on s'en fout. Mais voilà, à part ça, sinon, Franquès, c'est très bon et on est d'accord. Il est en train d'instaurer un autre état d'esprit dans ce club. Il est la première brique, peut-être, d'un changement de mentalité, enfin. Et il faudra continuer comme ça. On espère que ça va continuer longtemps dans ce chemin-là, que ça soit avec ou sans lui. Mais en tout cas, pour l'instant, on va démarrer une deuxième saison avec lui. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on ait de cet été déjà pour commencer. Le meilleur recrutement de cet été avant même que le mercato n'ait débuté, si c'est pas fabuleux. Messieurs, on passe à la prochaine. Autant là, c'était plutôt tranquille, hein. Les deux premières, on va dire, on est plutôt tombé d'accord et puis elles passent. Autant celle-ci, franchement, bon, la culture de l'instant, je pense qu'on y était, hein. On revenait du match de Angers. Ndombele avait été fabuleux. Voilà. Et puis voilà, annoncé dans l'équipe type de la saison par l'animateur de cette émission. Équipe type de la mi-saison peut-être. Est-ce que ça passe quand même? Je sais pas. Et, Non, non, ça ne et- passe pas. En vrai, c'est pas déconnant. Je sais pas. Franchement, Si on de se mi-saison, réfère à des notes un peu plus, si on note l'équipe, je sais pas exactement ce que ça vaut, mais euh, je pense vraiment en tout cas qu'il y avait possibilité de le voir haut. Mais bon, en même temps, je sais même pas combien de matchs il a joué, mais au global, il a dû jouer peut-être une vingtaine de matchs cette saison. L'ami Tanguy, je me mets sur non mais sur sa- équipe de la saison, c'est compliqué. Enfin, mi-saison, c'est compliqué, mais on va dire, je pense qu'à la mi-saison, il est dans les 5-6 meilleurs milieux de Ligue 1 et largement, tu vois, avec des mecs qui jouent à Paris, notamment. Mais je pense que voilà, il est dans le top 5 et c'est déjà pas mal, hein. Il a joué 25 matchs, toutes compétitions confondues. 18 matchs de Ligue 1, 2 de Coupe de France, 5 d'Europa League. Et puis donc 2 buts et 2 passes décisives. Mais alors pour le coup, effectivement, voilà, les blessures ont fait que on l'a quasiment pas vu de la deuxième partie de saison. C'est bah, du coup elle passe pas, hein. Voilà, clairement elle passe pas celle-ci et elle est loin de passer. Je pense que on a vu le potentiel du bonhomme dès son arrivée. Peut-être qu'effectivement les l'aperçu ultra positif qu'on a eu l'a cramé aussi pour la deuxième partie de saison parce qu'il a trop joué à un moment donné ou peut-être il n'était pas capable de jouer autant. Et ça, eh bien, voilà, il y a une question aussi de gestion, mais aussi une question de blessure qui était quand même très très importante à cette époque-là, les gars. Ouais, ouais, carrément. bah, je me souviens dès le début de la saison, hein, il joue d'entrée, notamment à cause de la blessure de Morgan Sanson, et c'est quelque chose qu'a tout de suite dit le coach, c'est que c'était pas du tout prévu qu'il soit titulaire en début de saison. Et force est de constater que c'était pas un bon move parce que concrètement, on a eu 2 mois de Tanguy Ndombele. J'ai l'impression que même sur la fin de l'automne, le début de l'hiver, il commençait déjà à y avoir des pépins, on le sentait déjà un peu carbo. Donc bon, mais ça se comprenait. En tout cas, moi, je pense que elle fait sourire aujourd'hui, hein, cette conclusion hâtive, mais après le match contre Angers, rappelez-vous, elle est presque crédible parce que, Tanguy Ndombele est tellement l'homme fort à la relance et cetera que, on a des motifs, d'y croire. Mais, en tout cas, on souhaite que tu puisses, la répéter l'année prochaine, Pancho. Ouais, carrément. Puis, Avant de te donner la parole, Anto, juste les stats tous les yeux. Dernier match, enfin dernière apparition dans l'équipe, 23 février. Il a joué 3 minutes lors du match contre Montpellier où on gagne 2-0.
Les derniers matchs pleins, c'est là où si peut-être ça fait encore plus mal. 3 janvier, victoire 3-2 contre Rennes. Donc voilà, Anto. Ouais, après, bah déjà, il faut quand même rappeler aussi que ce mec-là a joué pendant 6 mois avec une pubalgie, hein, donc c'est pas rien. Et il faisait les efforts, il a fait les efforts défensifs. On avait eu beaucoup de doutes au début de saison sur l'apport défensif qu'il pouvait avoir, et au final, bah, il les faisait quand même, les efforts. Et puis, bon, personnellement, j'ai la chance d'habiter un peu plus proche de Nice que vous. Mais perso, quand j'allais au stade, j'étais tellement content de voir Ndombele sur le terrain, quoi. Ouais, j'attendais que ça, et Ndombele me manque quand je vais à Nice au stade, parce que c'est de la magie et tout, donc voilà. Un petit bon point quand même pour lui, et on se revoit l'année prochaine. Est-ce que c'est une recrue réussie? Parce que finalement, est-ce que on peut se satisfaire de ça en se disant il a 2 ans de contrat, il lui reste encore un an, il va se retaper cet été? Parce que au travers de ce que disait Fabrice Boquet, euh, des sorties de Franquès par rapport au fait qu'il encourageait éventuellement, enfin il sous-entendait l'opération pour le joueur qui n'était pas forcément pour. Est-ce que finalement ça pourrait pas se terminer vraiment en gros flop avec une résiliation de contrat? Là, je vous demande un peu votre ressenti, ou est-ce que vous imaginez vraiment le pari gagnant l'année prochaine? Moi, j'imagine pas forcément le pari gagnant. Quand j'entends le retour du coach, je suis très sceptique. Et quand bien même ils reviennent à peu près dans le même état que ce qu'il était l'année dernière, ça va être un super sub. Peut-être un mec qui va jouer 60 minutes, les 60 premières minutes d'un gros match. Et est-ce que ça en fait une bonne recrue, sachant qu'il a rien coûté? Je ne me rends pas compte du salaire qui est le sien, mais par rapport au potentiel du joueur à 100, parce qu'on sait ce que ça vaut, Tanguy Ndombele, il y aura des regrets d'avoir eu que 30 de ce que peut être ce joueur, même pas. J'ai même pas l'impression qu'on ait 30 parce qu'il a déjà raté la moitié de la saison. Donc pour moi, petit raté par rapport à, en tout cas, l'état d'esprit que je pouvais avoir cet été quand on le voyait en plein été, manches longues, heu heu, cache-cou sur la tête, bien serré. Le Pour l'instant, le déroulé des événements, pour moi, gros flop. Anto? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. En vrai, moi, je pense que déjà, il nous a fait passer une période très difficile où le fait qu'il soit au-dessus du niveau de cette équipe et qu'il n'ait rien à faire dans cette équipe, si peut-être même dans son éthique de travail et enfin, on va dire un footballeur plein physiquement et à fond dans le football, il n'a rien à foutre à Nice, faut être honnête. Donc, il nous a fait quand même passer des moments difficiles où en début de saison, on se cherchait encore, il n'y avait pas encore de progrès et ça se faisait petit à petit sous Francaise. Donc, et aujourd'hui, en plus, il nous a manqué sur la deuxième partie de saison. Il y a des matchs où il aurait été là, où on aurait eu la chance, enfin, ça aurait été un peu plus facile. Donc, donc je pense que c'est pas un flop. Je pense que pour ce prix-là et l'opportunité qu'on a eue, il fallait la saisir. Et si on avait voulu chercher un joueur qui était plus stable que lui à un niveau plus ou moins équivalent, on n'aurait jamais pu se le payer. Donc, je pense que le pari était bien à tenter. Il nous a rendu des services. Et maintenant, on l'attend l'année prochaine. On fera le bilan après les 2 saisons. Je pense que ce sera là le vrai bilan d'Edmond. Alors, ça annonce un salaire entre 150 000 et 170 000 euros, ce qui n'est quand même pas rien dans la grille de salaire actuelle. Mais je te rejoins Anto sur le fait que le pari, tu dois le faire. Tu dois le faire à ce moment-là. C'est un joueur qui avait besoin d'être relancé. Maintenant, effectivement, suivant l'issue de son aventure, si elle s'arrête momentanément voilà, d'une manière un peu cash en fait cet été, tu te dis putain, on l'aura vu que 20 matchs, ça aura été du bonheur. Mais là où je regrette, c'est que vraiment son style et son approche et son profil, il n'y en avait que un comme ça dans notre effectif. Et lorsque je pense par exemple à un match en tête, le match retour au Louis II, où tu galères en fait à ressortir le ballon parce que ton milieu de terrain il est pas assez technique, bah, tu te dis que finalement avec un Ndombele, mais tu n'aurais pas vécu le même match. Et ça manque de technicité dans ce secteur de jeu-là. Et Ndombele apporter en fait cette valeur-là que tu n'as pas avec Boudaoui, Rosario, Santa Maria, un peu plus peut-être avec Sanson, mais qui est peut-être un peu plus porté vers l'offensif. Donc bah, c'est dur, mais voilà, une erreur. Messieurs, on va attaquer un sujet qui avait fait débat déjà dans les conclusions hâtives, puisqu'on va parler de Sofiane Diop. Alors, la take, elle était annoncée, du moins sur le chapitre, Diop, virgule, un poids mort pour l'effectif.
Et il y a un peu un double débat là-dessus. Non, mais qui avait annoncé ça? Qui avait annoncé Oui, que qui? Diop serait un poids d'or? Non, mais qui? Moi, je pose la question. Un poids mort pour l'effectif. Qui? Qui a C'est pu dur prétendre quand à même ça? comme Ouais, appellation. C'est extrêmement qui? dur. Ouais, C'est qui aurait pu dur. dire ça? Enfin, parce que moi, je me rappelle pas bien. J'étais jeune à ce moment-là. C'est Qui c'est qui dur. avait dit cette take? C'est C'est Pancho. Ah oui, dur. Ah, C'est Pancho, c'est ça. dur d'avoir dit C'est- un truc comme ça. mais parlez-nous-en avant le show. Tu m'as Je l'air. pense que ouais, en septembre dernier, j'étais pas très bien, j'étais pas dans mes baskets. Non, le mec, le mec, il n'assume pas du tout. Non, non, mais que dire? Que dire? Déjà, je pense qu'il faut développer le contexte à ce moment-là. Il était blessé, il me semble, à ce moment-là, et il y avait ce côté incertitude par rapport à son apport sportif et le fait que c'est un joueur qui coûte énormément au club et qui va coûter encore plus cet été. Il va atteindre quasiment les, je crois, 400 000 euros bruts. On est sur quelque chose d'assez élevé, qui va être l'un des meilleurs salaires du club avec Gaëtan Laborde. Donc c'était un peu dans ce sens-là. Maintenant, il faut reconnaître que cette saison, à chaque fois qu'il a joué, bah, il est rarement passé à côté, qu'il soit titulaire ou entrant. Il a vraiment apporté quelque chose de différent voilà, à des moments aussi de saison où, bien sûr, cette première partie jusqu'à décembre 2024, où il tient seul le secteur offensif en étant le premier animateur. Mais voilà, compliqué aussi de parler de Sofiane Diop en évoquant aussi voilà, la gestion, où en fait tu le vois plus du tout pendant plusieurs semaines après Saint-Brieuc. Donc je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'adore le joueur et le fait d'avoir annoncé un truc comme ça me fait mal. Mais quelque part, l'intérêt suprême, bien sûr, c'est le club, c'est les finances du club. Voilà, je ne suis pas du tout comptable à l'OGC Nice, mais Anto, puisque on avait débattu là-dessus en septembre, bah, finalement, qu'est-ce que tu en penses là, Donc, 7-8 mois après, j'ai pas calculé, et finalement la saison de Diop. ben moi, j'avais annoncé déjà un contre Uno de conclusion hâtive sur Sofiane Diop, puisque j'avais dit que ça serait notre leader offensif à la fin de la saison. Et que dès l'hiver, on pouvait se séparer de Jérémy Boga, puisqu'on n'aurait plus besoin de lui, et qu'un pigeon anglais allait l'acheter. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Déjà, Sofiane Diop a pris les rênes de cette équipe passé un moment. On l'a vu déjà leader, je trouve, même dans ses prises de parole sur certains matchs, notamment en Coupe d'Europe où on est dégueulasse à Budapest, où il se fait ouvrir une arcade et il arrive à dire, enfin, il sort et il dit c'est une honte qu'on joue comme ça pour nos supporters, etc. Donc c'était un des seuls à le dire à ce moment-là. Brassard. Brassard à Saint-Brieuc. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est ça qui lui a coûté sa place après pendant quelques semaines, parce qu'au final, il a un peu disparu et je pense que tous, on est un peu dans l'incompréhension de pourquoi il n'a pas eu sa place de titulaire à la place de certains joueurs qui ne le méritaient pas du tout, comme Jérémy Boga par exemple. Donc ouais, c'est vrai que la saison elle est mitigée, il finit pas du tout en leader offensif. Je vais être honnête, notre leader offensif ça a été Guessant toute la saison. Maintenant, il a eu un super passage, il a eu ce passage où on le voit plus trop et donc c'est vrai que c'est assez dur je trouve de juger la saison de Sofiane Diop. Je pense que d'un côté ou de l'autre, on n'a pas donné une saucisse chacun, mais c'est voilà, on est un peu entre les deux et on peut pas donner vraiment de vraies réponses claires. Mais là, par chance, on a notre juge Matt, qui va juger ces deux petites conclusions. Euh, je vais commencer par le commencement. Un poids mort pour l'effectif. On est en train de fêter un barrage de Ligue des Champions. Est-ce que ce barrage de Ligue des Champions aurait été possible sans Sofiane Diop? Je ne pense pas et je pense qu'on en est tous conscients. Il a porté l'effectif, il a quand même un peu porté l'effectif pendant l'automne. Donc, carton rouge, monsieur Pancho. Vous êtes coupable hein, sur celle-ci. Je suis obligé de vous cartonner. Leader offensif. Je me souviens d'ailleurs que la suite de la take, c'était qu'il allait mettre Jérémy Boga sur le banc au point qu'on se débarrasse de Jérémy Boga à l'hiver. Malheureusement, il me semble que Jérémy Boga est blessé pendant le mercato hivernal, Ouais, je crois, ouais. si je dis Ouais, pas de bêtises. effectivement. Ouais. Mais donc, on était à presque rien de voir cette conclusion se concrétiser. Et de toute façon, Jérémy Boga, à part un coup de tête contre Monaco, qu'est-ce qu'on a à retenir de sa saison? Rien. Au final, lui qui était titulaire au départ, et j'ai réécouté l'émission, ça s'enflammait. Oui, Jérémy Boga va montrer qu'il a du talent. Non, ça il ne l'a pas montré. On a largement préféré les minutes de Sofiane Diop sur le terrain.
Donc là où c'est c'est un gros carton rouge pour Banjo, j'ai envie de mettre que carton jaune quand même à Anto. Parce que il a eu le flair. Et de toute façon, j'étais déjà d'accord avec lui. Moi, je croyais beaucoup en Sofiane Diop. Euh, on, on peut parler un peu de lui et de la saison qui va venir, parce qu'un poids mort dans l'effectif, il faudra voir si on peut le vendre. Après cette espèce de saison en demi-teinte où il a quand même remontré un peu son talent, c'est quand même, je crois, 6 buts et 8 passes, ou l'inverse. Mais, euh, mais donc il est presque 15 fois décisif sur la saison. Et donc à voir si on va soit réussir à le vendre et à récupérer un billet, auquel cas poids mort, ben, finalement non, puisque on réussit à le revaloriser sur une saison, à faire une opération financière. Ou alors est-ce qu'il s'inscrit durablement dans le projet de l'OGC Nice parce qu'on estime que de toute façon des joueurs à ce prix-là, on estime qu'il vaut son prix et que des joueurs à ce prix-là, on n'est plus capable de s'en offrir et que donc on veut l'installer, on veut lui filer des responsabilités pour la saison prochaine. C'est ouais, c'est À suivre le sujet Sofiane Diop, il sera peut-être encore il est dans pas les terminé. conclusions hâtives. Il est pas Il sera peut-être terminé encore dans les et conclusions hâtives. effectivement, il fait sa meilleure saison statistique en Ligue 1. 6 buts, 5 passes D. Voilà, en 21-22, il a fait 6 buts, 4 passes. Donc en fait, je crois, de mémoire, c'est le troisième joueur qui a le plus staté côté OGC Nice derrière Gaëtan Laborde et Evan Guessant. Donc c'est dire aussi son importance qu'il a eu collectivement. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait qu'il est arrivé lors du mercato été 2022 avec tout ce que cela implique. Et aujourd'hui, euh, même si le terme poids mort, je mérite cette expulsion, hein, fermeture de la pop pendant 3 matchs, hein, qui s'ensuit en plus. Euh, Quand tu payes un joueur ce prix-là, et que tu es en parallèle, on va dire, à chapeauter différents salaires, etc., et instaurer une grille salariale un peu plus en phase avec les finances du club. Enfin, vous voyez, je me dis que finalement, comme certains joueurs, comme peut-être Jérémy Boga, comme Mohamed Ali Chaud, comme Evan Guessant pour d'autres raisons, il a un bon de sortie. Et s'il part cet été, il faut qu'il parte à un prix, on va dire, raisonnable. Mais j'aurais toujours ce petit goût un peu amer, en fait. De me dire, putain, c'est un joueur quand même ultra talentueux. Et on l'aura vu 4 5 mois sous aise, où vraiment tu te dis, on l'a jamais vu à ce niveau-là. Et en fait, je crois que j'ai envie de le voir l'année prochaine. J'ai envie vraiment de le voir titulaire. J'ai envie vraiment de le voir pleinement dans cette équipe-là. Et j'ai pas compris sa gestion. Mais peut-être parce qu'on n'a pas tous les éléments aussi, Mm. finalement. Bien sûr, après, il y a un truc aussi pour Sofiane Diop qu'il faut remettre en place, c'est que ce mec-là a été blessé 2 ans, pas forcément par sa faute et pas par forcément son corps qu'il lâche, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé sa blessure. Et ils ont mis 2 ans à trouver le problème qu'il avait et pourquoi il se blessait autant. Et c'est dommage pour nous, mais malgré tout, c'est moins qu'un joueur comme à l'époque on a eu par exemple Michael Bihan qui se blessait toujours à un endroit différent ou quoi que ce soit. Lui, il avait vraiment ce problème au pied où ils ont jamais trouvé. Au final, ils ont réussi à trouver. Et cette saison, on a vu qu'il n'a pas eu de grosses blessures. Je crois qu'il a raté 2 matchs à un moment, mais sinon, globalement, il a toujours été là, toujours disponible, toujours à beaucoup courir sur le terrain, à beaucoup s'investir. Donc, il y a moins ce côté, je trouve, dur pour lui dans ce sens-là, quoi. Bien. On peut passer à la prochaine si vous le souhaitez. Ah, c'est dur parce que c'est encore moi. Euh, on parle de Mohamed Abdelmonem qui, eh bien, je l'avais annoncé comme étant la relève de Dante. Euh, bon, il se trouve que Abdelmonem a une période, enfin, on va dire une saison d'adaptation, je pense que c'est le terme, où des débuts compliqués, voilà, une introduction peut-être pas forcément dans le bon contexte, mais quand même une saison au global ultra encourageante. De là à parler de la relève de Dante, là on se base plutôt voilà, en termes d'aura, en termes de poste, en termes de style, peut-être pas. Voilà, après voilà, il y a Anto dans l'émission, donc là on parle de Dante, donc c'est tronqué, mais moi j'ai quand même envie, j'ai pas envie de me mettre en jaune là-dessus. Non, non, mais parce que en fait, ça me fait trop mal de
l'issue de sa saison, en fait, tu te dis, putain, il a collectionné en fait les galères. Ça a commencé avec le visa qui a retardé sa signature. Ensuite, il arrive, il n'a pas coupé depuis plus de 3 ans avec son club à Lali. Ensuite, il y a eu les blessures. Ce match contre Glasgow Rangers où vraiment il fait erreur sur erreur avec Rosario notamment. Il a eu des matchs vraiment un peu compliqués où tu sentais qu'il pouvait facilement se faire passer. Mais finalement, il est monté en puissance, quoi. Il est monté en puissance et il se pète en fait au pire des moments. Donc relève de Dante, ça me paraît assez, assez ambitieux. Mais quand même, messieurs, au même titre que Bombito pour d'autres raisons, finalement, tu détiens quand même un bon joueur défensivement. Alors, mon cher Pancho, c'est bien, t'as essayé bien de te défendre et tout ça. Eh ben, écoute, moi je suis là pour te dire qu'en vrai, je te mets pas du tout de carton. C'est vrai que déjà il a joué de malchance, et puis ensuite il est super bien revenu. Et mentalement, il a pas lâché. Et je pense que ça va pas être facile quand tu parles pas la langue, que t'es pas dans ton pays, etc. Et il est super bien revenu. On était très content de ses prestations, notamment une super prestation contre Paris où il se pète. Maintenant, c'est terrible pour lui d'avoir une aussi grosse blessure à ce moment-là parce que ça va l'éloigner des terrains pendant quelques temps. À voir son retour, mais en fait, même ta take à toi, elle est sur la saison, mais elle est aussi sur la suite. Et Dante a re-signé 1 an, donc il va avoir encore 1 an à Abdelmonem pour venir prendre sa place. Est-ce qu'il sera au niveau de la légende Dante? Oui, bien sûr, il sera même meilleur. Ça, c'est ce que je vous dis. Mais du coup, en fait, on Non mais vérifiera ça. objectivement, Anto, Non, hors, mais on verra hors, ça plus tard. Pour l'instant, il y est pas encore. Il est pas encore sur ce que a apporté Dante quand même, malgré tout. Mais en tout cas, il a encore du temps pour l'advenir, cette succession de Dante. Et je pense que honnêtement, c'est pas déconnant. Et on a vu ses qualités, on a vu de quoi il est capable. Et on est en train de. Enfin, je pense qu'on a appris à comprendre pourquoi on l'avait recruté, et pourquoi on avait mis des espoirs en lui. Donc ça viendra. Maintenant, déjà, on lui souhaite un super rétablissement, qu'il nous revienne en pleine forme. Mais moi, je suis persuadé que ce joueur, ça fonctionnera. Et que d'ici soit la fin de la saison prochaine, soit celle d'après, où il aura fait vraiment une saison pleine, ben, on sera tous très contents d'avoir recruté ce mec-là en 2024, du coup, au moment où on le recrute. Matt. Bon, c'est difficile. Je sais pas trop par où commencer ce sujet. Footballistiquement, dans ce qu'il fait dans une défense, je vois ce que tu voulais dire, Pancho. Et effectivement, il y a quelques similarités avec Dante. On aimerait le voir encore, peut-être un peu plus faire, briller son jeu balle au pied, mais il est loin d'être maladroit. Si on compare à d'autres joueurs qu'on peut aligner en défense centrale, il est même plutôt bon balle au pied. Ensuite, se faire les croisés en plein milieu de la saison, check. Ça, pour la relève de Dante, prochaine étape, revenir aussi bien. Parce que Dante est super bien revenu de ses croisés, donc on va lui souhaiter tout le malheur que d'être la relève de Dante à ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même un côté leadership dans la défense que je pense pas finalement. Enfin, je pense pas que Abdelmonem l'aura. Et à la limite, c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression qu'on a découvert un homme avec un meilleur leadership que celui de Dante au cours de la saison. C'est Youssouf, celui qui a repris le brassard, qui a pris la parole, qu'on a vu prendre la parole dans le vestiaire, qu'on a vu mettre des buts de la tête sur corner. Parce que moi, j'en ai marre d'entendre tous les consultants qui sont commentateurs de la Ligue 1 nous dire oui, Nice, c'est le danger sur les coups de pied arrêtés. Il y a Dante. Dante, j'ai l'impression qu'avec ses cheveux, il y a un problème au niveau du jeu de tête. Il est bidon de la tête, Dante. Faut c'est pas parce que tu fais un 90 que tu es bon de la tête. Bah, Dante, il est bidon de la tête. Donc ça, faut qu'on le dise. Et pour l'instant, Delmonem, il a montré qu'il était bidon de la tête aussi, donc c'est bien, c'est la relève. Mais on a un autre mec voilà, qui vient peut-être prendre ce rôle qu'on attend de défenseur central, capitaine de l'OGC Nice, qui met du danger, qui embrasse les cuissons quand il s'élève devant le parquage. C'est Youssouf. Donc, carton rouge, non, évidemment, ta take n'est pas foirée, Pancho. Après, je pense pas qu'Abdelmonem aura le rayonnement qu'a Dante, mais il peut tout à fait être sa relève au moins dans le 11 et c'est déjà pas mal. En tout cas, il a montré qu'il pouvait en être capable. Donc on va lui souhaiter de bien se réparer, de peut-être même recevoir des conseils de Dante. J'espère que Dante va faire un petit tour à l'infirmerie parce que revenir des croisés, il y a 2 mecs qui sont concernés, 2 mecs, je viens d'en parler. Dante peut leur filer des conseils et Abdelmonem, en tout cas, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de
c'est de s'imposer dans cette arrière-garde à 3 parce qu'il a l'air d'en avoir toutes les capacités. Quand on voit que Morgan Sanson et Terem Moffi semblent avoir créé un lien particulier, finalement d'avoir passé autant de temps à l'infirmerie sur l'année, effectivement, peut-être que les liens qui vont être créés humains permettront à ces deux joueurs de tenir la défense sur les prochaines années. Mais en tout cas, bon, j'ai envie d'y croire et je pense vraiment quand je dis saison d'adaptation, je pense qu'il avait besoin aussi de prendre confiance en lui dans sa capacité finalement à jouer libéré. Voilà. Je pense qu'Abdelmonem a trop rarement joué libéré et on sentait que voilà, il y avait le poids du transfert, le fait que voilà, il n'y a pas normalement énormément d'Égyptiens qui jouent dans le top 5, donc il y a aussi la ferveur aussi nationale, populaire. Donc une fois que tout ça sera digéré, on va dire, je pense qu'on assistera vraiment à l'éclosion sans doute d'un joueur qui collera aussi avec l'identité rouge et noire, à savoir voilà un joueur avec la rage quoi, qui va au duel, qui lâche rien, parce que c'est 1,83 pour un décès. Alors dans le foot actuel c'est pas choquant, mais 1,83 c'est quand même relativement petit, mais je pense que dans ce dispositif-là, il a quand même totalement sa place. Aïe aïe aïe, on passe à toi mon cher Matt, mais également Anto. Là les gars, c'est vous qui allez payer. Hein. Là vous allez payer l'addition les mecs. Hein. Une épopée en Coupe d'Europe avec Anto qui sort. Les billets pour Bilbao sont réservés. Oui, après. Je Ouais. le précise, hein, la finale de l'Europa Ouais. League a eu lieu à Bilbao. Vous avez vu, Très d'ailleurs, joli les, stade. les Hein. Spurs, hein, les Spurs l'emporter contre United. On embrasse Jim, bien sûr. Après Mais ça, justement, tu vois, tu fais bien de faire ça, tu fais une super passe D. En je te fait, j'avais sauve. pris Je les te billets à sauve. Bilbao. C'était juste pour aller voir Manchester United se faire casser la gueule par Tottenham sur un des pires matchs de football qu'on ait vu ces 25 dernières années. Donc, tu vois, les billets, ils étaient pris. On est très heureux des billets. Ça nous a rendu vraiment très contents de nous, le FC Procuration. Sinon, sur l'épopée de l'OGC Nice en Coupe d'Europe, bah, c'était bien. C'était très bien. On a fait des déplacements. On a fait des petites soirées avec Matt, notamment à Bruxelles. Très sympathique. J'ai fait 3 déplacements. Il y a eu un but d'Evan Guessant en Belgique. Je ne l'ai pas vu parce que j'avais 3 grammes et que je suis allé manger un burger. Donc finalement, bah, c'est pas mal. En Suède, il faisait -15, mais c'est sympa. On a vécu quand même des beaux petits déplacements dans des jolies villes d'Europe et voilà. Et on y retournera l'année prochaine. Qu'est-ce que tu as à dire après ça, Matt? Ça va être dur, les mecs, là, hein, je vous le dis. Hein. Je garde un très bon souvenir de Bruxelles. Hein. Il faut savoir Ah oui. que alors une L'Union épopée. Saint-Gilloise, d'ailleurs, champion de Belgique. Non, mais on se fout de la gueule de l'OGC Nice, mais Pas l'accent belge. on s'attendait pas à tomber sur que des cadors. Bodo Glimt qui fait un super parcours, l'USG qui est champion. En fait, on a juste pas eu de chance au tirage. C'est vrai. Non, je vais arrêter de me trouver des excuses. Évidemment, on a pué la merde et je vais vous dire pire que ça. Moi, dans mon argumentation, je me basais sur le passif de Francaise pour dire qu'on avait un coach qui était un coach de coupe. Ah putain, ouais, un coach de coupe qui va là-bas avec la 3e équipe. On a fait jouer des joueurs, je savais même pas qu'ils étaient en équipe jeune. C'était une catastrophe. J'ai fait en plus 2 déplacements assez horribles puisque j'ai fait Rome et USG. Donc, la tempête et la fessée par Guendouzi et un but de la défaite à la dernière minute. Autant vous dire que j'ai pas passé des super moments footballistiques, mais en tribune, c'était tout autre. Je me suis régalé. Et j'ai même la chance de pouvoir recommencer l'année prochaine. Donc, l'épopée en Coupe d'Europe, c'était une épopée humaine. Et on va espérer une épopée footballistique pour l'année prochaine, pour être que meilleur. 31 sur 32, honnêtement, c'était 35 sur 36, Matt. 35 sur 36, c'est pire. Un peu de déception en vrai. Non, mais en vrai, un peu de Ça déception. passe même pas sur un screen. Ça passe même pas sur un screen de téléphone, c'est terrible. Putain. Non, mais en vrai, un peu de déception qu'on n'ait pas fini 36e. Moi, ça m'aurait plu de dire à jamais les premiers dans ce nouveau format, comme certains se le vendent depuis 30 ans. Mais non, mais par contre, il y a une chose quand même qu'il faut pondérer, c'est que on va en Coupe d'Europe avec 14 blessés. Alors, ça excuse pas tout. De toute façon, je pense qu'on en a parlé et reparlé, mais on a quand même 14 blessés. On est là, ça sort des articles dans la presse. Ouais, ben en fait, il y a le préparateur physique de
de la Roca Team qui arrive pour jouer, faire l'entraînement parce que sinon il n'y a pas assez de monde. Toto Schilacci Donc, qui sort de sa retraite pour jouer en défense centrale. Ouais, de ouf. Donc bon, c'est pour ça aussi, il y a ça qui peut tempérer un petit peu. Genre, on prend notre carton rouge, 7 matchs, mais pas 10, quoi. Non, mais surtout, je pense que, bon, on voulait tous forcément une épopée, un parcours un peu comme on a vu cette année avec Brest, même Lyon finalement, qui sort en quart de finale. Mais effectivement, comme tu l'as dit Anto, il y a les blessures. Mais surtout, voilà, ce qui était quand même frustrant, c'est que tu te dis que ce match de la Real Sociedad, si tu mets ce penalty, si tu gagnes ce match, parce que c'est peut-être ton meilleur match de la saison en Coupe d'Europe, tu les avais quoi. Enfin, franchement, le match, il est hyper complet. Tu peux donner, on va dire, un élan différent. Voilà. Maintenant, il y a quand même des matchs. Elfsborg, Ferencváros, même Bodo Glimt, ça n'avait plus d'intérêt à la fin. Mais Twente, voilà, on va le dire, le match dure 5 minutes de plus, peut-être que tu le gagnes. En fait, c'est conditionné à beaucoup de choses. Mais faut aussi pas avoir peur de dire qu'on a été honteux. Voilà, on a été honteux pour plein de raisons. Tu termines 35e sur 36 avec des clubs autour de toi que tu ne connais même pas, tu sais même pas de quel pays ça vient. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est honteux. Et parce qu'en fait, peut-être que à ce moment-là, et nous trois, on en fait partie, on s'est vu peut-être trop beau. Et là, on va jouer, on va dire, un tour préliminaire et possiblement un barrage si on l'emporte. Mais finalement, notre niveau, il se situe aujourd'hui, voilà, Ligue Europa. Ligue Europa, aujourd'hui, pour nous, c'est très bien. On veut vivre, bien sûr, la LDC, on veut entendre cette musique qui résonne à l'Alliance, bien entendu. Mais aujourd'hui, si on avait l'équipe au complet, on aurait fini combien en Europa League? Objectivement, les mecs. Est-ce qu'on aurait été top 16? Ouais, Bah, 24. enfin, top 24 plutôt. Ouais, je pense. Vraiment? Bah, enfin, franchement, quand même, c'est vraiment dur de sortir des jeunes. Alors déjà, quand c'est la première en Ligue 1, c'est compliqué. Là, tu les envoies jouer sous la neige à Elfborg. Enfin, moi, j'avais jamais vu de neige sur un terrain de foot. C'était ma première fois. C'est sympa comme première fois. Mais tu les envoies là, tu les envoies à Budapest. Je dis pas que c'est des matchs qui sont infaisables. Mais malgré tout, je pense que c'est vrai qu'on sous-estime un peu les autres équipes. Mais je pense qu'avec un groupe au complet, on aurait pu faire des bien meilleures choses et on aurait pu enchaîner. Là, c'était quand même très compliqué. Pardon. Mais déjà, on changeait de système à chaque fois avec des nouveaux joueurs, des nouvelles complémentarités. Enfin, c'est vraiment difficile. C'est pas une excuse. Quoi qu'il arrive, ça reste honteux. Mais bon, c'était quand même difficile et je pense qu'on aurait vachement, enfin, mieux performé si on avait été au complet. Matt, si tu veux rajouter quelque chose? On aurait fait pareil avec l'effectif mieux fourni, je pense, parce que regarde la mentalité qu'on avait sur le terrain. On n'a pas montré l'état d'esprit qu'ont montré un Brest. On parle de nous qui avions des blessés, mais à la même période, Lille aussi, c'était 11 blessés et ils ont regardé tout le monde droit dans les yeux. Ils sont allés gagner des matchs de fou en Ligue des Champions, pas en Europa League, en Ligue des Champions. Donc moi, honnêtement, je pense qu'il y avait on y est allé avec une mentalité de petit, un petit complexe d'infériorité. Et voilà, et les autres, ils ont joué crânement leur chance face à nous. Ils ont eu raison, ça a marché à chaque fois quasiment. Donc non, j'espère vraiment qu'on verra un autre état d'esprit l'année prochaine en Coupe d'Europe. Et je peux vous le dire, aux prochaines conclusions hâtives, on n'y reprendra pas sur la Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Ça brûle. J'ai essayé une fois, on n'y reprendra pas. Eh bien, moi, oui. On va passer à peut-être. Allez, j'ai pas peur des mots, peut-être la pire. La pire conclusion hâtive de cette saison 2024-2025. Parce qu'il faut aussi se remettre dans le contexte de l'émission. On commence tranquillement, voilà. Et puis, je sais pas, passer le milieu de l'émission, Anto, je sais pas. Il y a eu une remontée d'acide, je sais pas. Non, mais Il y avait quelque chose, quoi. on va donner les insights de l'émission. Il y avait une feuille de route à Ouais, l'origine. il En fait, à annonce. l'origine, Il déjà pour annonce. la Coupe d'Europe, moi, c'était ma take, c'était de dire que notre plus grande chance de faire un trophée à Hmm. l'OGC Nice, gagner une Europa League. Et là, déjà, il y a Anto qui se chauffe à dire qu'il a déjà pris les billets pour Bilbao.
Moi, j'en perds le français, j'arrive même plus à parler tellement c'est fou ce qu'il a fait ce mec. Et dans la foulée, le sujet d'après était déjà très ambitieux. Parce que le Mohamed sujet Ali de Chaud, base, Mohamed c'est Ali Chaud, 10-10, chaud en double-double. 10-10, double-double. 10 passes décisives, 10 buts. Et là, Anto, contre toute attente, nous annonce chaud 15-15. Alors, avant, chaud. Mais c'est fou de faire ça. Attends, en même temps, je vérifie quand même les stats de Mohamed Ali Chaud. Hein. Non, Je non, te laisse. après, Écoute, je te laisse vraiment, essayer de te défendre, mon cher Anto. non, bah, moi je crois que là, non, mais tu sais, des fois tu plaides coupable, tu le sais. Bah, je plaide coupable en fait, tout simplement. Moi, Mohamed Ali Chaud, il m'a déjà pas donné trop de raisons de le défendre en fait sur cette saison. Heu, Après, je pense qu'il aurait pu avoir quelques passes décisives en plus, où il y a eu des ratés de nos attaquants. Voilà, un petit but, des fois, il avait hors-jeu et ça se jouait à un orteil, il a pas eu de chance non plus. Donc il aurait peut-être pu finir à 4-4 finalement, mais il a fini à 2-2 ou un truc comme ça, quoi. Non, c'était catastrophique. C'était catastrophique au point où on finit la saison et j'ai qu'une envie, c'est de le voir partir parce que même dans l'état Précisément. d'esprit et tout ça, c'était oui. Précisément. Alors, t'étais pas loin du 4-4. Toute compétition 3-4. confondue, 5. Alors, toute compétition confondue, 5-4. Ligue Pas 1, mal. 3 buts, 4 passes D. Coupe de France, 1 but. Europa League, 1 but. Il termine avec 35 matchs, 5 buts, 4 passes D, quasiment 2000 minutes jouées. Mais surtout, une attitude vraiment. Enfin. Non, mais buteur dans toutes les compétitions auxquelles on a joué. Donc, Pas tout le monde peut dire la même chose. Non, mais au-delà de ça, en plus, enfin, franchement, je m'en rappelle, parce que du coup, j'ai regardé le petit truc, là, le petit passage, et c'est vrai que je suis peut-être arrivé avec une caméra, avec Mohamed Ali Chaud derrière et tout. Non, mais j'avais fait ça bien, quoi. Hein. Vraiment, j'y croyais dur. Hein. Et ouais, bah écoutez, je pense que j'étais fatigué, je travaille beaucoup, c'est difficile, et j'ai craqué. J'ai cédé Ouais, à la ouais. pression. Surtout, t'as craqué, ouais. Après, alors à ta décharge quand même, Mohamed Ali Chaud est le premier buteur de la saison de l'OGC, il me semble. oui. Dans la défaite Oui, à dans la Auxerre, défaite tout à fait. à Auxerre, c'est même une ouverture du score, je crois. But de la tête, non? Alors là, tu m'en Il me demandes trop. semble, Hein. but, et et moi je me souviens que avec Anto, on croyait en quelque chose, enfin surtout Anto, mais il m'avait presque convaincu, c'est que Mohamed Ali Chaud, ça pouvait être l'attaquant du 11 de Francaise. Le 9 quoi, le mec vraiment à la pointe de l'attaque. Et, et en fait, c'est vrai qu'on se dit, Mohamed Ali Chaud qui se met des buts de la tête, il y avait peut-être un angle de quelque chose. Ouais, mais non, en fait, c'était, je sais pas, c'était la folie de la fin de l'été. Il faisait encore chaud, on n'était pas lucide. Il faut se rendre à l'évidence, Mohamed Ali Chaud n'est pas le 9 du 11 de Francaise. Et je sais même pas si ce sera un entrant dans le 11 de Francaise l'année prochaine. En tout cas, on espère qu'il va retrouver un peu la mentalité qu'il faut pour jouer dans cette équipe, parce que sur la fin de saison, son temps de jeu a disparu au profit de d'autres joueurs plus combatifs sur le terrain, peut-être moins fins techniquement pour certains, plus fins pour d'autres. Hein. Je pense à Buonanni qui l'a vraiment relégué au rang de remplaçant du remplaçant. Donc ouais, non, terrible la saison de Mohamed Ali Chaud et Anto, faut arrêter de s'enflammer sur les jeunes comme ça à fort potentiel. Je vais juste refaire un point sur la saison de Shaw parce que il démarre sur le couloir droit. Il y a ce match à Paris, vous l'avez en tête, le match aller où il démarre dans l'axe et il fait un super match. Il state pas, mais il fait un super match. Il connaît quelques matchs dans l'axe plutôt intéressants puisque Nice gagne. Monaco, où on gagne, il provoque l'expulsion de Vanderson. Tu as ce match à Brest où il voit un but, je crois, refusé sur un centre de Abdi pour un hors-jeu. Une super action en plus. Ouais, super action. Lille, il est également titulaire dans l'axe. Puis il rebascule à droite. Voilà. Et puis il y a la phase où Marseille, match retour. Et là, il joue peut-être un mois et demi à gauche. Et c'est horrible. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était pas quand même fou. Et le dernier match plein qu'il fait, enfin plein, alors il sort souvent, mais le dernier match plein, c'est quasiment, on va dire, Le Havre, victoire 3-1, il sort à la 89e. Mais après, depuis la dernière titularisation, c'est Nantes 4 avril. Et pendant un mois et demi, en fait, il joue pas contre Strasbourg, il rentre 22 minutes contre Angers, il ne rentre pas contre Paris, il joue 13 minutes contre Reims,
8 minutes contre Rennes et ne rentre pas contre Brest. La fin de saison de Shaw, elle est dramatique. Puis Alors, ses rentrées, elles sont dégueulasses. Hein. ouais. En fait, à sa décharge, hein, sur son poste, il y a eu le meilleur joueur de la saison. Enfin, à mes yeux, hein, on en reparlera peut-être un petit peu. C'est un jeune formé au club, sur lequel certains avaient émis des espérances également, des conclusions hâtives. Mais en fait, il jouait au même poste que Evan Guessant et au même poste que Gaëtan Laborde, qui a été peut-être le joueur le plus décisif de la saison niçoise. Donc, pas de chance pour lui. Les deux postes sur lesquels il se débrouillait assez bien étaient occupés par des joueurs plus performants et qui, du coup, lui passaient devant pour la titularisation. Et vu que c'est quand même un joueur qui est polyvalent, qui sait faire plein de choses sur un terrain, on a cru qu'il pouvait jouer à gauche pendant un moment. Moi, honnêtement, je ne suis pas du tout convaincu par Mohamed Ali Chou à gauche. Et ce que je lui reproche, c'est comme vous l'avez dit, l'état d'esprit dans ses rentrées, l'absence d'efforts sur les pressings, enfin, dans l'attitude, dans le comportement sur le terrain, c'est dramatique. Donc, au final, je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi horrible, cette conclusion hâtive. Parce que dans un monde où il reste sur le terrain, il fait des bonnes perfs toute la saison, je pense qu'on en rit moins. S'il finit à 8-8, ça reste drôle, hein, s'il finit à mi-chemin, mais elle nous fait peut-être moins rire. Mais là, elle est cruelle parce qu'en fait, on se dit, on passe de peut-être le mec en qui on a le plus d'espoir au début de la saison Mm. à un type, en fait, au fond, on n'a plus envie de le voir porter la chemise rouge et noire l'année prochaine. Honnêtement, c'est terrible comme downfall. Et le tout, c'est quoi, 2 mois? Je pense qu'en 2 mois, il a à peu près dégoûté tout le monde. C'est ça qui est assez fou pour un joueur qui a seulement 21 ans. Ouais, Qui a carrément. seulement 21 ans. Donc, bon, toi, je sais, Anto, dans ton mercato idéal, tu le vois partant. Du moins, tu le souhaites partant. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'on Ez l'a beaucoup fait cette saison, à savoir sortir de la zone de confort d'un joueur en le changeant de poste ou en le faisant démarrer sur le banc pour le tester, voir exactement dans quel état d'esprit il rentre. Et finalement, comme le disait Matt, c'est quand il rentre sur le terrain du banc des remplaçants, que tu vois qu'en fait, il est un peu en dilettante, quoi. Il Ah, court c'est qu'avec qu'avec le catastrophe. ballon, il fait pas les remplacements défensifs. Franchement, c'est dur, quoi. Ouais. Puis surtout, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qu'il faisait très bien avant. Il défendait bien, il revenait comme un acharné. Ça a été un super doublon pour Klose, notamment quand il était sur le côté droit dans le début de saison. Défensivement parlant, hein, je parle. Et puis offensivement. Malgré tout, par contre, je garde ma take que je pense que c'était le meilleur neuf pour Nice cette saison. Je pense que si on avait, je sais pas pourquoi, d'un coup ça s'est fini, mais je suis persuadé que son style de jeu nous aurait offert beaucoup plus de possibilités, on aurait eu beaucoup plus d'allant offensif avec lui. Maintenant, il y a Gaëtan Laborde, il a été très efficace devant le but, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense que dans le jeu pur et dur et dans ce qu'il est capable d'apporter, je pense que ce soit pour Ivan Guessant ou plus tard pour, par exemple, Sofiane Diop, sur mon passage, Badreddine Bolani, je pense que c'était un profil très intéressant pour pouvoir combiner et tout ça. Et on se rapprochera d'un joueur qui sera plus dans ce registre-là technique et je pense du moins l'année prochaine si départ de Gaëtan Laborde que d'un profil comme Gaëtan Laborde qui est vraiment pur finisseur quoi. Eh ben, on va te poser la question, Matt. Est-ce que tu vois un avenir au poste d'attaquant axial pour Mohamed Ali Chou à l'OGC Nice? Ça va beaucoup dépendre de ce qu'on est capable de faire sur le mercato estival. Déjà parce que je pense que c'est le moment ou jamais de se débarrasser d'un Gaëtan Laborde. Il fait une très bonne, pas vraiment saison, un peu une grosse demi-saison, parce qu'au final, il y a quand même des blessures, hein. Il fait pas toute la saison, Laborde. Il y a des, En début de saison, enfin, il se blesse, effectivement. ouais, ouais, donc bon, il y a des périodes avec, des périodes sans, il fallait qu'il revienne et tout. Mais on l'a vu quand même vu performer, faire parler la poudre. On a vu que le club, que le coach avait beaucoup mis en avant Terem Moffi. Après, on sait que Terem Moffi, peut-être pas déjà capable d'aligner 90 minutes sur un match et encore moins dans l'état dans lequel il a l'air d'être aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'enterrer Mohamed Ali Sow. On l'a dit, on l'a cité, il a que 21 ans. Ça, un 20 ou 21? 21. 21. 21. Ça reste très jeune. Honnêtement, ça reste très jeune. C'est sa c'est sa première vraie saison complète au club. Je crois qu'il avait fait que 6 mois avant ça, non? Ouais, non. Il est arrivé au Ah oui, mercato d'hiver. hivernal Farioli.
Ouais, donc en finale, Ok. en fait, le gars avait que 6 mois dans les pattes, c'est sa première vraie saison complète. On a quand même vu, honnêtement, on a quand même vu des choses intéressantes. Alors oui, dans l'attitude, il y a des choses qui questionnent, etc. Il a quand même la chance, dans ce contexte-là, d'avoir un coach comme Francaise qui, je pense, ne laissera rien passer. Donc si on arrive à faire partir Gaëtan Laborde, et je pense que Evan Guessant va nous quitter, il y aura de la place, il y aura de la place en numéro 9. Donc je le vois être la doublure éventuellement en pointe d'un Terem Moffi. En total désaccord avec ce que tu viens de dire, Matt. Avec Total, plaisir, total Pancho. désaccord. Parce qu'en fait, C'est fou, c'est fou de me péter la bouche comme ça, ah non, non, mais, sans euh, aucun mais, mon avis, mais, quoi. mais, mais, mais tranquillement, tranquillement. En fait, tu viens dans ton argumentation, je t'ai écouté, je me suis mis sur les stats de Gaëtan Laborde, en Ligue 1, 28 matchs, 11 buts, 4 passes D. Voilà. Et en fait, tu es en train de m'expliquer, mais tu as le droit, hein, que suivant le mercato estival, etc., faut voir, etc. Effectivement, dans une animation à deux, comme on a vu lors du dernier match contre Brest, chaud, en plus axial, plus libre, etc., un peu comme on a vu Buonani contre Paris notamment, pourquoi pas. Mais j'ai pas forcément envie d'enterrer plus que ça la board dans cette réflexion autour du poste de numéro 9, parce que vous savez mieux que moi que ça va être difficile, je pense, de trouver preneur. Non, mais Mais tu viens de le non. dire, 11 buts en 28 matchs. Et alors? Mais il ne fait que ça sur un terrain à la board. 4 Mais passes Il ne donc D, sert à et en quatre rien. plus passes c'est D, il a été. bankable. Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Il a été décisif quasiment un match sur Plus d'un deux. match sur deux. Ouais. Non mais Mais vous, c'est Non bien. mais non Mais mais non, eh, mais footballistiquement, je ne Pancho, vous c'est parle pas, je pauvre. ne vous parle pas de ce que vous voyez sur le terrain, de sa qualité technique ou quoi. Je vous parle de ce qu'on doit juger premièrement chez un joueur offensif, sa capacité à marquer des buts et à faire marquer. Voilà. Mais Tu me parles d'un jeune joueur, certes avec beaucoup de potentiel, qui a mis quoi, 4 buts, 3 passes ou 3 buts, 4 passes. Ok. Est-ce qu'un jour il arrivera à mettre autant que Laborde? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, un Laborde apporte beaucoup plus de garanties et j'aimerais beaucoup plus voir une association avec deux numéros 9. Et dans cette association-là, je maintiens la board aujourd'hui. alors juste avant que tu te fasses défoncer par Anto, à la différence de toi, Pancho, moi je suis l'OGC Nice qui est un club de football, hein, c'est pas un club de mon petit gazon. Si le but c'était juste de mettre des buts et des passes D, de faire que des stats, je jouerais à mon petit gazon et je ferais des ligues avec mes potes. Mais moi je suis le football et le football c'est un jeu qui se joue à 11. Il n'y a pas que le dernier geste qui compte. Il y a l'avant-dernier geste, l'avant-dernier geste. Alors je ne dénigre pas tout ce que fait Gaëtan Laborde, Bah, c'est ce que mais tu es en train de faire là. à l'échelle d'un club, non mais à T'es en l'échelle train, d'un club t'es en train de dire aujourd'hui. que s'il a pas les stats, le mec sert à rien quoi. Non, ah ouais. c'est que derrière déjà, tu as un Ah, mec à 30 arrêtez les millions. Bah, mecs, tu non as mais un arrêtez. mec à 30 millions qui est derrière qui est là pour mettre les stats. Et honnêtement, si cet été, il y a un club anglais qui en veut bien pour 8-12 millions, mais tu sais quoi, Mais je te- je je te- lui mets la bouteille de Grégousse dans la Non. valise et je l'emmène à l'aéroport, il n'y a pas de Attention, problème. je dis pas qu'il ne faut pas le vendre, je dis que ça me semble compliqué de trouver preneur en l'état du fait qu'il ait un an de contrat encore et qu'il touche 300 000 euros par mois. Et dans ce cadre-là, je dis pas qu'il faut pas qu'on écoute les offres, mais je dis que ça me dérangerait pas de le garder. Parce qu'aujourd'hui, tu as de la garantie, tu as un joueur qui connaît le club, tu as un joueur malgré tout avec une mentalité qu'on apprécie et qui fait ses stats. Ouais. Qui est rarement blessé et qui Pour a moi, joué. ce serait un vrai échec. Ce serait un vrai échec de laisser partir libre Gaëtan Laborde. Avec ce qu'il a coûté, ce serait un véritable échec pour moi. Non mais moi, donc, personnellement, déjà, moi, chose, je le fais partir. Après, je sais pas ce qui se passera dans le vestiaire. Ça sera une grosse discussion, je pense, avec Francaise, de voir comment il va revenir s'il n'est pas parti d'ici là, mais c'est dans pas si longtemps que ça. Donc, s'il n'est pas parti, mais c'est de voir son retour pour la préparation, etc. S'il est motivé. De toute façon, on sait que ça marche comme ça pour Francaise, puisqu'on l'a vu avec un exemple criant, c'était Bodredi Bonani, qui a continué à être hyper investi et qui s'est battu pour regagner sa place. Juste une chose, du stade, quand les joueurs viennent applaudir à la fin du match, etc., quand Bonani était parqué en fin fond de banc, ou même il n'était pas là, mais en tout cas quand il était parqué en fin fond de banc et qu'il n'avait même pas le droit de s'échauffer, mais il allait quand même sauter avec les joueurs et tout ça pour fêter les victoires. Ce n'était pas le cas de Mohamed Ali Chaud. Donc lui, il était derrière à discuter avec ceux qui sont un peu bannis, comme notamment Jérémy Boga. Donc déjà, là-dessus, moi, Chaud, je pense que je le ferai partir. Ensuite, pour Gaëtan Laborde, euh, super, 11 buts et tout ça, c'est vraiment sa deuxième partie de saison, elle est bonne. Mais à part ça, tu ne peux rien faire avec Gaëtan Laborde. Je suis désolé, hein, je sais que vous l'adorez tous,
Ok, il court, il fait du pressing, etc. Mais ce n'est pas ça le football. Ça fait partie, mais c'est bien la mentalité. Mais tu peux le retrouver chez d'autres joueurs qui sont capables de faire une passe à 2 mètres qui sont capables de, à part quand ils envoient des chistera, tu sais pas pourquoi ça part bien dans les pieds, mais sinon, il ne donne pas un bon ballon. Franchement, Gaëtan Laborde, là, il a remarqué au dernier match, donc je pense que tous les avis, on l'a repensé en grand buteur. Pendant 6 matchs, il marque pas un but, il ne sert à rien. Il est inutile au jeu. Il ne sait pas un bon pivot, parce que c'est pas vrai, hein, il gagne pas beaucoup de duels quand il est contre le défenseur. Il en gagne quelques-uns, mais pas assez, d'après moi. En tout cas, pour un club qui compte jouer l'Europe et les places européennes. Et, et après, voilà, dans les pieds, c'est pas bon, quoi. Et Terem Moffi, on verra, hein, mais Terem Moffi en Birkenstock, on l'a vu aussi. Donc on verra ce que ça va donner. Mais pour moi, Gaëtan Laborde, même s'il y a un mec qui arrive et qui pose 5 millions, tu te débarrasses de son contrat et tu vas chercher un autre mec ou peu importe. Enfin voilà, mais moi, Gaëtan Laborde, c'est pas quelqu'un sur qui je vais compter à l'OGC Nice et surtout dans le style de Francaise. Ok. Bah écoutez, Perso. on va voir. Non mais de toute façon, on va voir. Mais j'ai hâte qu'on puisse juger finalement du joueur qui va remplacer Gaëtan Laborde. Et honnêtement, peut-être qu'effectivement, je me trompe et qu'il y aura un crack qui marquera 20 buts, qui sera utile dans le jeu. Mais je vous trouve quand même assez dur dans votre jugement et surtout le rapport à l'utilité sur le terrain. Bon, Non mais je suis d'accord pour dire qu'il a. Enfin, c'est son style peut-être qui est pas on va dire beau à voir, mais par contre, c'est un joueur. Je pense, j'ai du mal à imaginer Franquès dire, vas-y, j'en veux plus quoi. Tu vois, il y a aussi une réalité du terrain. Je veux dire, c'est Non, un. mais si tu veux progresser, tu es obligé d'avoir un joueur qui est capable d'un peu mieux combiner, etc. Mais Tu vois, tu peux pas garder. mais alors Il nous a coûté un gourri, ce mec, hein, quand non mais même. Pas pour- à parce la que, limite tu peux le déclasser. Tu le mets plus titulaire, mais c'est un mec, même s'il n'est pas titulaire, il rentrera sur le terrain et il Ouais, mais mettra, il Pancho, ça veut mettra dire tout. que le Il mettra ça veut tout. dire que le plus gros salaire de ton club, c'est un remplaçant. Ben, Sofiane Diop, il est quoi actuellement? Tu l'as ouais, traité de on est poids mort, d'accord. tu l'as Mais traité de non, poids Ouais, mort. mais non, mais, mais ouais, non, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais à Non, l'heure non, actuelle, non, mais à je l'heure comprends ce que tu veux actuelle, dire. à l'heure actuelle, je vois, c'est non, mais Pancho, je vois ce que tu veux dire, mais honnêtement, enfin, pour moi, c'est le moment ou jamais déjà de faire partir un Laborde. Et si tu veux aspirer à plus de choses dans le jeu, tu as besoin d'un joueur qui fait plus de choses aussi. Tu l'as dit toi-même, le match contre Monaco, on n'arrive pas à sortir un Hmm. ballon. Eh, tu sûr, non? Je sais, je je crois, ouais. peux, Bah, je attends, je sais peux, même plus, je Je sais même pas pense, s'il est je, sur le terrain en fait. je peux Et moi, franchement, vérifier. il y a beaucoup de matchs comme ça où tu. Il est pas titulaire. Il est pas titulaire. À Ouais, Monaco, il rentre, enfin, il joue 23 minutes. ouais. Bon, même la fin de match est catastrophique. Bon, ça change rien, mais dans les matchs comme ça où tu es en difficulté, tu as besoin de faire des choses avec le ballon, tu as besoin de faire plus de choses. Il y a un joueur qu'on a vu faire plus de choses que Gaëtan Laborde sur le terrain cette année, c'est Evan Guessant. Et on Hmm. va en parler maintenant. Je vous invite à nous dire ce que vous en pensez. Alors, du numéro, globalement, forcément, mais de ce débat sur Gaëtan Laborde, parce que ben, je le trouve intéressant et je pense qu'il y a des avis contraires qui pourraient justement se confronter. Puisque maintenant, on va parler d'un autre joueur offensif qui a été élu aiglon de la saison en compagnie de Youssouf Ndayishimier, c'est Evan Guessant. Puis il y a eu une enflammade, hein, comme beaucoup, hein, dans ce numéro de septembre dernier, puisque j'ai annoncé que Guessant battrait le record, c'est même pas égalerait, hein, battrait le record de buts de Darius Vitanic en Ligue 1 qui date donc de la saison 2012-2013 et qui était à la hauteur de 19 buts en Ligue 1, je parle bien. Il a atteint combien? 12? Bon, Je crois en Ligue 1, c'est ça, ouais. honnêtement, c'était une enflammade, mais finalement, c'est ton meilleur buteur en Ligue 1. C'est ton atout offensif numéro 1. Il a eu une petite période de creux, mais on va dire compréhensible tant le joueur a joué, tant c'était la première fois qu'il enchaînait Coupe d'Europe, championnat, sélection, etc. Donc bon, c'était fun, comme beaucoup de prédictions données. J'y ai cru, vraiment, vraiment, je vous le dis, j'y ai cru. J'y ai cru. Mais aller choper le 19 buts de Darius, ça paraît quand même. Si Mario l'a pas fait, Dario, voilà, compliqué. Compliqué pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des choses à rajouter là-dessus. En vrai, c'est pas déconnant, hein. C'est pas si loin que ça non plus, tu vois. Déjà, il y a 4 matchs en moins en C'est Ligue vrai. 1, comparé à Dario. Et
et tu finis pas bon, c'est quand même beaucoup 7 buts, mais tu finis pas non plus si loin que ça, tu vois, c'est pas comme s'il avait complètement raté sa saison. Enfin, là, on vient de sortir d'une prédiction où j'ai dit 15-15 pour chaud, tu vois. Quand tu mets les deux à côté, tu te dis, bon, ça va, Guessant, finalement, pas mal. Bien vu quand même, Pancho, tu vois. Donc, non, ça va, en vrai, c'est pas une immondice que tu as pu dire sur Guessant, quoi. Merci. De rien. Matt? Il réfléchit à comment te tacler en vrai, là. Je Même vois pas. ce Le regard. pire, c'est que j'aime trop Evan Guessant pour. Tu vois, t'as un totem d'immunité là. T'as fait une conclusion hâtive sur un joueur que j'adore. Donc t'es tranquille. C'est dommage. Oui, il y a 4 matchs en moins. Surtout, en fait, c'est dommage parce qu'il fait une fin de saison qui est vraiment pas terrible. Heureusement qu'il est décisif sur le dernier match. Sinon, sa fin de saison est un peu critique. Je crois que c'est 8 matchs sans stats, non? Ouais, Ouais, c'est ouais, c'est pas, long. c'est beaucoup, hein. Ça fait tâche, hein. Donc ouais, c'est vraiment pas terrible. Au-delà de ça, il y a aussi, je trouve, peu de stats en Coupe d'Europe. C'est lui le leader de ton attaque et je crois qu'il met c'est un but en Coupe d'Europe. C'est pas assez. Euh, et au final, c'est quand même un joueur très différent de Darius Vitanic. Alors Darius Vitanic, pardon. J'aurais bien aimé qu'il batte son record. En plus, pour un jeune formé au club, ça aurait été très beau. Après, il fait d'autres choses aussi sur un terrain. J'étais en train de le dire en parlant de Gaëtan Laborde. C'est un joueur qui a fait cette saison, qui a fait 8 passes décisives, je crois, en Ligue 1. Il est beaucoup plus à la construction. Ce n'est pas qu'un pur finisseur. Et, euh, et peut-être c'est peut-être quelque chose qui lui a coûté ce fameux record, Pancho, que tu lui prédestinais, puisque on met quand même deux énormes cartons cette année. Saint-Etienne 8-0 et Brest 6-0 pour le dernier match. Sur ces deux matchs, c'est que deux buts. Alors il y a aussi deux passes D, mais c'est que deux buts de sa part. Et quand tu es le joueur le plus décisif de l'équipe, c'est le genre de match où tu es censé pouvoir te gaver. J'ai souvenir d'un Carlos Eduardo qui fait une saison statistique tout à fait correcte à la fin de la saison. N'oublions pas que le mec met un quintuplé sur un match. Voilà, tu vois, on était donc et finalement, est-ce qu'on n'était pas qu'à un ou deux quintuplés de Evan Guessant pour Ah, ça, finalement. Non, mais je veux dire, il n'a pas mis de triplé, tu vois, Guessant. Par exemple, Pléa est un joueur qui a mis des triplés sous nos couleurs. C'est aussi ce genre de choses qui ont manqué à Evan Guessant pour être le recordman. Mais en fait, c'est peut-être juste que c'est pas ce genre de joueur et qu'on a appris à connaître le joueur qui était Mm. Evan Guessant cette année. Et c'est pas plus mal en fait qu'il ait pas eu ce record parce que je suis quand même très content du joueur qu'il a été. Ouais, et puis je pense que tu as dit l'essentiel en précisant que c'est pas uniquement un buteur. Il met 9 passes décisives selon Transfer Market en Ligue 1, une en Coupe de France. Il termine la saison à 13 buts, toutes compétitions confondues, 10 passes décisives. Enfin, je veux dire, c'est des stats normalement on va dire de milieu offensif, quoi, attirés par le but, qui vont scorer. Et peut-être qu'effectivement, moi, je pense quand même que si on avait vu une association comme on a vu contre Brest, et je ne dis pas ça parce que, et je ne dis pas ça parce qu'on a gagné 6-0, mais souvenez-vous contre Saint-Etienne, il y avait ce duo avec l'illustre Youssoupha Moukoko qui avait hyper bien fonctionné. Et j'ai l'impression que Guessant, ça fonctionne très bien lorsque justement il a cette liberté-là devant et qu'il est avec quelqu'un. Et quelque part, c'était notre arme numéro 1 devant, mais il jouait sur un côté. Donc il était plus loin du but, parce qu'on se disait, il faut qu'il parte de plus loin, il va être impactant, il va faire des différences, etc. Mais ça s'entend complètement. Il a marqué des buts comme ça aussi. Mais je me dis que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si on avait tenté de le laisser peut-être un peu plus dans l'axe, de l'associer différemment, un peu comme on a vu contre Brest, parce que ça a hyper bien fonctionné, quoi. Ouais, après, c'est difficile quand même de jouer contre Brest, mais dans l'idée, je pense qu'il peut faire un peu les deux. Après, oui, je pense que en vrai, Van Guessant est un genre de Marcus Thuram, très allé avec deux attaquants. Et c'est peut-être quelque chose qui se confirmera dans son prochain club. On verra ou s'il ira chez nous, hein. On verra bien ce qui se passera, je pense pas. Mais en tout cas, moi, j'aime bien le fait qu'il soit sur un côté quand même. Je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, le problème, c'est aussi qu'il avait pas les joueurs pour combiner. Je pense avec lui, ça a été des joueurs qui n'ont pas été très très bons pour certains, qui sont passés leur qualité primaire pour d'autres.
Et ça aussi, ça lui a manqué. Donc je pense que si tu le mets même un peu sur le côté droit, qui arrive de plus loin, etc., avec un joueur plus fort pour combiner avec lui, par exemple Buonanni à la fin de la saison, bah, ça aurait été peut-être plus intéressant, il aurait encore plus pu marquer. Ouais. Ouais, mets ton son matin. Ouais, c'est mieux pour se faire entendre. J'aimerais aussi revenir sur un truc qui est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, et qui est aussi une des différences entre, statistiques, hein, à la fin de la saison entre, Gaëtan Laborde et Evan Guessant, c'est la réussite sur penalty. Cette saison, c'est 4 penaltys réussis, 0 raté pour Gaëtan Laborde. 1 penalty tenté, 1 penalty raté et on sait très bien lequel puisque c'est celui en Europa League contre la Sociedad pour Evan Guessant. Donc l'écart statistique se fait aussi ici. Et donc bah, j'espère qu'il va passer tout simplement son été à faire des penaltys. Il y a un autre joueur français, tout le monde lui est tombé dessus après un penalty raté contre la Suisse. Bon bah le gars il a appris à les tirer. Et je pense que c'est un exercice qui s'apprend et c'est peut-être la prochaine étape pour Evan Guessant en tant qu'attaquant de savoir tirer un penalty, parce que vraiment ces penaltys sont dégueulasses. Ouais. Et son pied gauche. C'est pas grave. Mmh. Ah, c'est un peu grave quand même. Non, Non, mais je veux dire, en vrai, ça va, il y a pire. le penalty, je trouve le penalty plus important. Oui, On le pour un dit, tu vois, attaquant, oui. on a peut-être une saison différente en Europa League avec un penalty, puis je trouve que c'est primordial aujourd'hui. Tu peux pas te permettre de pas être bon dans l'exercice. Bon, messieurs, on vient, on va dire, au bout de ce bilan des conclusions hâtives. Voilà, on a pu développer, essayer de sauver notre peau, mais bon, mine de rien, lorsque tu annonces certaines choses, voilà, tu passes à la. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un repas, voilà, où on a bien mangé, on a bien discuté, on a bien bu. Et puis voilà, il faut passer à l'addition au bout d'un moment, et c'est là que ça pique. Et c'est un peu ce qu'on a vécu, ce soir. Maintenant, on va juger qui finalement mérite d'être le coupable, si je puis dire. On va juger notre bilan des conclusions hâtives. En donnant la parole successivement, eh bien, on va commencer par toi, Anto, qui finalement, parmi nous trois, parce que je pense que tu peux t'inclure aussi, hein, Ouais, n'hésite pas à t'inclure, ouais. finalement, eh bien, est coupable d'avoir balancé, on va dire, un certain nombre de saucisses, hein, puisque c'est la thématique. Et puis, en plus, là, tu parlais de repas, c'est vrai que ça me fait penser, du coup, le débat Gaëtan Laborde, c'est vraiment le débat politique avec tonton Gérard, quoi, pendant le repas de famille. Voilà, c'était pareil. D'un coup, ça s'est un peu énervé, tu sais, c'était sympa, j'ai bien aimé. Alors, écoute, quand on fait la rétrospective, bon, moi, je pense que j'étais plutôt bon cette saison. Bon, après, Bilbao, chaud. Bon, je pense que le combo Bilbao, chaud, quand même, je mérite quand même d'être vraiment la saucisse de ces conclusions hâtives. Je Ok, mérite. ok, Ah, je c'est plaide coupable. un CSC pour Anto. Je prends. Matt, Mais je vais faire mon autocritique et je vais revenir plus fort l'année prochaine. C'est beau, voilà. Et tu t'inspires de ton idole, et ça, tu vois, Et il j'admire. faut garder le positif et ne pas tout remettre en cause. Voilà. Exactement. Matt, je sens qu'il va me tacler les deux pieds décollés. Ouais, tu sais quoi, même pas. On vient de faire on vient de faire la rétrospective et honnêtement, tu es loin du niveau de conneries qu'a pu lâcher Anto. Vraiment, Anto, c'est n'importe quoi. C'est fou d'avoir pété les plombs comme ça. Donc, rendez-vous, en tout cas, rendez-vous en septembre, Anto. Ouais, carton rouge cette année et rendez-vous en septembre pour, euh, pour Buonanni en 10-10. Et puis, en fait, pendant l'émission, il va nous annoncer qu'il va faire un 20-20 et qu'on va gagner la Ligue des Champions. Je sais pas, honnêtement. Ce mec est fou et imprévisible. Et par contre, je tiens à dire, on s'est fait attraper, hein, dans les commentaires de l'émission d'avant. Et j'ai pas trouvé beaucoup de conclusions hâtives. Donc si vous voulez, si vous voulez critiquer, n'hésitez pas, vous aussi, à mettre ce que vous voulez en avant, parce on a des petits champions quand même dans le truc. On a des gens qui nous ont dit que Guessant allait être super bien entouré avec Youssoupha Moukoko. Et ben putain, ça s'est vu. Donc, Bah oui, voilà, parce que c'est très facile en fait pas de critiquer, mais gentiment tacler, mais faut se mouiller aussi. On a eu ce mérite-là à notre échelle de le faire. On s'est trompé, hein. De toute façon, là, on peut pas nier ce qui a été dit. Mais en tout cas, c'est un numéro, du moins, qu'on refera parce qu'on a pris plaisir quand même à vous le proposer et surtout à le faire en fin de saison. C'est toujours aussi drôle. Mets ton micro. Putain, les gars, vraiment, là, ça sent le vraiment, micro, c'est Non, la fin mais de saison, c'est terrible. voilà, c'est la fatigue. Non, mais si vous avez des petites idées de gages pour l'année prochaine, parce que je pense Ah que ça oui, pourrait être pas mal. Voilà, parce que là, cette année, on l'a pas fait. C'est vrai que j'ai
j'ai failli me cisailler la tête en disant bah, on met un gage quand même pour celui de cette année, mais après je me suis dit c'est moi quand même, donc on va se calmer. Mais du coup pour l'année prochaine, si vous avez des petites idées de gages et tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on note et aux prochaines conclusions de la team, on dira le gage qui sera en jeu pour la saison. Ouais, je trouve l'idée super bonne. Donc si vous avez des idées de gages, par exemple, euh, que je sais pas, Anto et un maillot floqué denté sur l'édition Kappa 2025-2026 Oh, qui va mais oui. arriver. Oh, mais Ouais, oui. ça, il va falloir. On pourra faire une conclusion hâtive sur le maillot. Ah, mais ouais, il sera déjà sorti, du coup, ce sera un peu tronqué. Après j'aurais pas trop. Finalement les gages, je trouve pas soit super bien les gages. Moi. Mais n'hésitez pas, en tout Avec cas, plaisir, avec plaisir. on va s'arrêter là-dessus, à moins que Matt, tu aies quelque chose à rajouter. Ouais, moi les gars, j'ai 2 petites conclusions hâtives pour vous. En fait, ça va être un oui/non rapidement, parce qu'en fait, c'est des trucs qui vont se passer pendant l'été et on ne pourra plus en discuter, en septembre, ce sera déjà joué. La première, vous me voyez venir, Ligue des champions ou Europa League, l'année prochaine? Je vais laisser Ligue des champions. Anto. Ah, tu vois, c'est ça ton problème, Anto. Tu vois, Il c'est veut ça pas ton problème. apprendre, ce mec ne veut pas apprendre. C'est ça ton problème, Anto, c'est qu'on vient de se faire 1h15 d'émission et que tu me sors ça en fin d'émission, c'est terrible de faire Écoutez-moi un truc bien, comme ça. écoutez-moi bien. Le 12 août 2025, quand on va aller à Lisbonne, que je serai là en parkage, allez, qu'on va leur mettre 3-0, qu'on sort Lisbonne et qu'après on va en barrage et qu'on passe, ben ça sera nous. Voilà. Cette année, on On, gagne. on perd en tour préliminaire et reversé en Europa League. Donc tout préliminaire, Si, on va même pas au barrage. Pour Non, toi, c'est pas ça de s'arrête, barrage, on perd en tour mi-août. préliminaire. Super et là Et toi, et toi, et toi, et quand du même. nuance. Et Pour toi moi, ouais, tu sais quoi? Je nous vois bien passer un petit tour. Ouais, je coupe la poire en 2, mais on passe pas le barrage. Ah, tu vois, la finalité est la même. Oui, oui, mais on gagne. Je pense qu'on passe quand même le tour préliminaire et ma deuxième, ça concerne, bah, l'aiglon de la saison, Evan Guessant. Restera pas? restera pas. Ne restera pas. Ouais, bon, on est d'accord sur celle-là, mais hâte de voir si on a aiguisé nos talents de Madame Irma et si ça nous a servi de leçon, cette petite émission rétrospective. Apparemment certains, pas du tout. J'en rajoute une dernière et on va clôturer là-dessus. Je pense que les maillots Kappa de l'année prochaine sont annoncés comme étant de véritables bangers. Donc voilà, économisez, ne partez pas en vacances. Achetez le nouveau maillot de l'OGC Nice. Messieurs, merci beaucoup pour eh bien, ce numéro. Voilà, on a passé du bon temps ensemble. On a bien rigolé, c'est l'essentiel. Et donc, lorsque ce numéro sortira, vous aurez normalement déjà vu le conseil de classe qu'on aura fait avec Flo Buzzo. Messieurs, merci à vous. À très bientôt. Et puis la Payeta. paillette. Issa, Nissa. Bayette. Ciao, ciao. Nice.